et peut-être de commencer un petit peu par vous dire qui je suis, parce que le thème du livre et les réflexions du livre ne sont pas totalement extérieures au parcours qui a été le mien. Donc moi j'ai fait des études, je suis né à Paris, j'ai plutôt vécu dans les grandes villes, j'ai grandi en tous les cas, en partie. J'ai passé une partie de mon enfance à Aix-en-Provence, mais à partir de 14 ans j'ai été à Paris. Et j'ai fait des études de philosophie très 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 poussées. C'est ça. Oui, pour ne pas faire de la pub pour Volvic. Ils n'en ont pas besoin. Puisque j'ai fait un doctorat de philosophie et puis même ensuite une habilitation à diriger les recherches. Quand bien même, après mon doctorat en 2008, j'ai plutôt décidé de faire un pas de côté par rapport à la carrière académique à laquelle j'étais destiné et que j'ai finalement réembrassé 15 ans après, depuis 3 mois, parce qu'à ce moment-là, en 2008, tout ce que j'avais appris à l'université et en dehors de l'université aussi, en tous les cas en ayant du temps pour réfléchir, pour m'informer sur le monde, m'avait fait comprendre que en embrassant une carrière universitaire classique, j'allais me retrouver en contradiction permanente avec mes propres valeurs. À l'époque, dans les années 2000, il y avait le mouvement altermondialiste ou antimondialiste. Et je m'étais peu à peu rendu compte que tout ce qui me permettait d'assurer mon quotidien, mes besoins quotidiens, mes vêtements, mes aliments, était produit dans des entreprises, sous des formes absolument contraires à toutes les valeurs d'égalité, de fraternité et puis de respect de l'environnement qui étaient les miennes, et que c'était pas de ma faute. J'en étais pas coupable et que personne n'en est coupable de ça. C'est un effet de système, il ne s'agit pas de dire les gens, les urbains sont des salauds, etc. C'est qu'on vit dans un système qui produit structurellement cette contradiction totale entre nos valeurs les plus chères et puis le mode de vie que l'on a qui entre en contradiction complète avec nos valeurs, et que du coup à un moment donné, je me suis formulé les choses comme ça. Est-ce qu'on peut passer sa vie à manifester le samedi contre le système qui nous nourrit, nous vêtit, nous divertit du samedi au samedi suivant, en fait, tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un côté de dissonance et de contradiction intérieure insupportable? Et donc, je partageais mes réflexions avec un certain nombre d'amis, et on a eu le sentiment que de s'installer, que de partir à la campagne, ça permettait non pas de sortir de cette contradiction, mais peut-être de détendre un petit peu les choses, en tous les cas de desserrer l'étau, parce que ça nous donnerait la possibilité peut-être de choisir plus les activités qu'on avait, et puis de renouer avec un certain nombre de pratiques d'autoproduction, d'autoconstruction de notre habitat, de notre logement, de production alimentaire, vivrière, etc., qui ferait que on n'abattrait pas le système, on ne transformerait pas le monde, mais en tous les cas, on ressentirait cette contradiction de manière moins vive. Aussi pour une raison pour moi, à cette époque-là, j'avais compris aussi quelque chose, c'est que quand on est dans des contradictions comme ça, en fait, c'est tellement insoutenable que soit on se fait un ulcère à l'estomac ou un cancer, soit à un moment donné, on se crée un réseau de justification pour avoir l'impression de plus participer à ce monde-là, etc. Et donc on se ment à soi-même. Et pour moi, ce qu'on peut attendre d'un intellectuel ou de quelqu'un qui a fait des études, c'est à minima, peut-être à défaut de la vérité, ce qui est très compliqué, mais de la lucidité, d'être capable de regarder les choses en face. Mais et donc voilà, et donc j'avais envie de pouvoir continuer à cultiver ça. Et pour moi, ça impliquait d'être capable de desserrer un petit peu cet étau. Et donc, j'ai fait un pas de côté, j'ai abandonné la carrière académique et je me suis installé à la campagne en renouant avec un certain nombre de pratiques, qu'on dit souvent des pratiques d'autonomie alimentaire, énergétique, etc., consistant à produire un minimum de notre subsistance collectivement, à faire du pain, faire des légumes, faire de la transformation, du petit élevage, auto-construire nos habitats, etc., etc. Et donc, qui dit autonomie dit liberté. Donc voilà, on était en quête d'une certaine forme de liberté, mais la liberté dans autonomie et liberté, c'est deux termes qui sont, quand on ouvre un dictionnaire, c'est des termes qui sont désignés comme synonymes. Donc il y a des nuances
on va rentrer dans ces nuances peu à peu, mais voilà, donc j'étais en quête de forme de liberté par rapport à un monde basé sur la domination sociale, par le salariat, par la consommation, la manipulation mentale, l'aliénation, etc. Mais la liberté, on sait bien que dans le monde dans lequel on vit, c'est aussi une valeur centrale du système dans lequel on est, système libéral, ou appelé comme tel. Et donc, se poser la question, c'est quoi la différence entre l'autonomie que je cherchais et la liberté que le système nous vend? Et je me suis dit, tiens, mais ça c'est typiquement une question philosophique, parce que peut-être pour faire retomber la philosophie du piédestal de discours extrêmement complexes sur laquelle on la pose très souvent. Pour moi, j'ai toujours eu un rapport. Pour moi, la philosophie, c'est pas les discours très verbeux, pompeux, avec plein de mots hyper compliqués, phénoménologie transcendantale, etc., etc. C'est quelque chose d'autre. C'est la philosophie. Pour moi, c'est réfléchir aux mots les plus simples de notre langue, les mots dont on ne peut pas se passer au quotidien, mais qu'il est extrêmement difficile de définir. Donc les concepts centraux de la philosophie, depuis Platon, etc., ça c'est les questions socratiques de Socrate, hein, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, le juste, le vrai, la vérité, le faux, etc., et donc la liberté. Et voilà, par exemple, bien, mal, voilà, c'est essayer de vous casser la tête pour définir bien et mal, c'est très difficile, et pourtant, on peut très difficilement parler plus de 5 minutes sans utiliser bien ou mal, ou bien meilleur, pire, ou d'autres mots plus ou moins synonymes, etc., parce que c'est des mots centraux, et ces mots centraux, du coup, dont on ne peut pas se passer, comme ils sont difficiles à définir, ils peuvent donner prise pour les gens qui savent bien parler, parfois qui ont fait des études de philosophie, ça peut donner prise à des effets de manipulation, parce que comme on ne sait pas le sens, etc., on peut les utiliser à bon et mauvais escient, on peut les utiliser pour parler de l'axe du mal et de l'axe du bien, pour justifier l'invasion d'un pays par un autre, etc., etc. Et donc, moi je pense que la philosophie, en tous les cas, comme outil d'éducation populaire, puisqu'on est dans une université populaire, c'est très important pour clarifier le sens des mots, afin de se constituer un esprit critique et de se rendre compte, tiens, là, tel journaliste, tel éditorialiste, tel politicien est en train d'essayer de nous embobiner en tirant à partir de connotations un mot vers autre chose et essayer de nous justifier, quelque chose. Et donc, parmi ces notions centrales de la philosophie, il y avait justement le mot liberté. Et je me suis dit, tiens, je pourrais mettre à profit quand même tout ce que j'avais appris à l'université pendant des années et faire une petite enquête sur ce mot liberté qui me semblait particulièrement confus. Alors je me suis lancé là-dedans, ça a donné Terre et Liberté, ça m'a mis 10 ans à écrire ce livre parce que la confusion est quand même assez complète en fait autour de ce terme. Donc par exemple aujourd'hui on nous dit, et puis on conteste en fait un monde qui se définit comme libéral ou ultralibéral, néolibéral, etc. Donc tout ça, libéralisme, savoir avec le libéralisme, la liberté. Quand on ouvre les penseurs fondamentaux du libéralisme, les classiques de la pensée libérale, depuis John Locke, etc., les libéraux, ils avaient une conception de la liberté qu'on peut juger insuffisante, voilà, mais qui était en tous les cas défendable, qui était de dire la liberté, c'est l'inviolabilité de la vie privée. Et la lumière fut. Je ne sais pas pourquoi, on parle du libéralisme. Ça s'allume. Donc voilà, pour les libéraux, l'essence, la définition même de la liberté, c'est l'inviolabilité de la vie privée, donc c'est une liberté, une conception purement individuelle, assez apolitique, assez privée finalement, donc qui est contestable. Souvent en philosophie on oppose deux types de définition de la liberté. Il y a la liberté, la conception classique grecque de la liberté. La liberté, c'est la démocratie. La liberté, c'est en gros, c'est le refus des formes de pouvoir, des formes de pouvoir tyranniques, des abus de pouvoir. Et donc, pour les Grecs, ça impliquait ça de partager le pouvoir et donc d'en faire en sorte que le pouvoir n'était pas monopolisé ni par un seul, ni par plusieurs, mais qu'il soit partagé par tout le monde. Et donc, la liberté, c'est la démocratie. Et les penseurs libéraux modernes
se caractérisent, ont proposé une autre définition de la liberté, dire non, mais il n'y a pas besoin de partage de pouvoir, de démocratie directe, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, etc. Ce qu'on veut juste, c'est avoir un État constitutionnel qui encadre l'exercice du pouvoir, et après qu'il soit exercé par un seul, par plusieurs, ou par le peuple entier, à la limite on s'en fout, et même on trouve que quand il est exercé par le peuple, là les abus de pouvoir sont très menaçants, donc il vaut mieux pas la démocratie. Il vaut mieux l'état de droit, en tous les cas la démocratie représentative, c'est-à-dire l'oligarchie bourgeoise, pour aller très très vite. Mais en tous les cas, cette histoire d'inviolabilité de la vie privée, c'est pas complètement bête, c'est hyper important, c'est les droits de l'homme en fait. L'inviolabilité de la vie privée, c'est vivre dans un État qui reconnaît un certain nombre de droits, comme autant de libertés publiques, qui limitent drastiquement les exactions que peuvent faire certains individus à l'égard d'autres, ou certaines organisations à l'égard de certains individus, et notamment que l'État peut faire à l'égard d'individus. Donc c'est des droits qu'on peut opposer à l'État quand il y a des abus de pouvoir. Donc c'est ça la conception libérale de la liberté. Et en fait, au moins depuis Snowden, donc depuis 2013, il y avait plein d'analystes qui le disaient avant, mais cette conception-là de la liberté, elle est complètement bafouée, piétinée, au cœur même du monde libéral, néolibéral, ultralibéral, et par les États qui incarnent justement les valeurs de cet ultralibéralisme contemporain par les États-Unis. Les États-Unis, ça donne à une surveillance de masse par toute une infrastructure d'outils électroniques qui leur permet de savoir à peu près tout ce que veulent les gens, pensent les gens, par le système des cartes bleues, des téléphones portables, des adresses e-mail, etc. Tout ça est collecté, stocké, analysé. C'est de notoriété publique et nous en avons les preuves depuis 2013. Et voilà, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde, en fait, la définition même de la liberté, la définition libérale de la liberté est piétinée au cœur même du libéralisme, des États dits libéraux, du monde dit libéral. Il n'y a pas que les États-Unis, la France en fait partie aussi, hein, ces pratiques-là sont communes. Et ça conduit à la suite logique de cette absurdité ou de cette contradiction totale, c'est que les partis politiques qui aujourd'hui font campagne autour de la défense des libertés ou de la liberté, vous savez c'est qui, hein, c'est pas Macron et compagnie, c'est Marine Le Pen, ou en Allemagne c'est Alternative für Deutschland, donc un parti d'extrême droite, donc des partis autoritaires maintenant qui s'approprient le drapeau de la liberté. Donc on vit dans un monde orwellien, où toutes les valeurs sont renversées, où la liberté c'est l'esclavage, la paix c'est la guerre, et le savoir c'est l'ignorance, ou l'ignorance c'est le savoir. Et voilà, donc je me suis dit que c'était quand même important d'essayer de creuser cette histoire de liberté, pour essayer de comprendre un certain nombre, de se mettre au clair sur le sens de ce mot. Est-ce que c'est encore une valeur pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose à défendre là-dedans? Moi je pense, en fait, je vous le dis franchement tout de suite, oui. Et voilà. Et le problème, c'est densifié encore, parce que nous vivons une crise sociale, mais aussi écologique sans précédent sur cette planète Terre, provoquée justement par le développement du système capitaliste, dont le libéralisme peut être considéré comme l'idéologie. Et donc, il y a depuis une quinzaine d'années, pas mal de gens qui réfléchissent sur les liens entre cette situation, ce désastre écologique, et notre goût, notre conception de la liberté, notre conception moderne de la liberté, tout simplement parce que derrière la liberté moderne, la conception moderne de la liberté, il y avait aussi une volonté d'arrachement à la nature, de domination de la nature, d'arrachement à la nature, d'arrachement à tous les déterminismes naturels, dont on peut imaginer qu'elle est en partie liée avec le désastre écologique en cours. Donc voilà, ça faisait beaucoup de problèmes qui se rejoignaient autour de cette question de la liberté. Et donc j'ai essayé de me confronter à tout ça. Donc ça m'a pris 10 ans parce que le brouillard était extrêmement épais et j'avais pas la lumière immédiatement. Et ça, je l'ai fait, j'ai essayé de le faire de manière très poussée, compte tenu de mon bagage universitaire et académique, donc de lire patiemment, de m'infliger des lectures comme tous les classiques du libéralisme. Donc c'était un peu dur parfois.
J'en ai lu des Milton Friedman, des Hayek et des conneries comme ça, etc. Mais aussi les autres théories de la liberté, les classiques de la liberté, les Platon, les Aristote, voilà, et puis pas que les philosophes, des anthropologues, des historiens. Et puis comme j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, moi j'aime pas du tout le jargon, la philosophie jargonnante, etc. Pour moi, la philosophie, quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer à quelqu'un de bonne volonté sur le plan de philosophie, c'est que c'est pas clair dans notre tête. Et donc du coup, ça m'a pris du temps aussi à trouver les manières de clarifier tout ça et d'expliquer un certain nombre de choses de manière aussi accessible et claire que possible. Et j'ai réussi à le faire en partie dans Terre et Liberté. C'est une des raisons, je pense, une des raisons pour lesquelles le livre a un peu d'écho. C'est parce que j'ai réussi à être accessible, parce que j'ai été aussi aidé par beaucoup de gens qui m'ont relu et qui ont trouvé tout ça suffisamment intéressant pour me dire, là, à telle page, tu as une phrase de 25 lignes, c'est bon. T'es pas à France Culture, donc tu peux dire ça autrement. Voilà. Alors, je vais vous dire à peu près ce que j'ai découvert ou ce que j'ai trouvé d'intéressant pendant tout ce parcours. Maintenant, après cette un petit peu longue mise en place, introduction autour des problèmes liés à la liberté aujourd'hui. Et voilà, en gros, le b.a.-ba des conceptions de la liberté, c'est, j'ai déjà dit, c'est l'opposition entre deux conceptions. Souvent on dit la conception des anciens, la conception des modernes, la conception grecque. La liberté, c'est la démocratie, c'est le partage du pouvoir. Et la conception moderne, la conception libérale, la liberté, c'est l'inviolabilité de la vie privée. Quand on pose les choses de cette manière-là, ça correspond à des choses tout à fait réelles et c'est important, hein, mais quand on pose les choses de cette manière-là, on oublie, pour moi, quelque chose de quand même très important, où ça fait écran, parce que, en fait, ici, si on suit cette présentation-là, la liberté dépend uniquement des conditions en fait juridico-politiques qui nous entourent. C'est une question juridique et politique, la liberté. C'est fonction de l'organisation juridique et politique de notre monde. Donc, soit c'est la démocratie, soit c'est l'état de droit libéral. Mais voilà, c'est quelque chose qui se joue sur le plan des institutions et des institutions juridiques et politiques essentiellement. Alors que, en fait, la liberté, si on y réfléchit bien, et en fait c'est le cas dans toutes les théories, ça se joue aussi sur un autre plan, sur un plan plus matériel ou prosaïque, sur le plan de la vie quotidienne. Être libre pour le sens commun, et on va voir que ce sens commun, il est présupposé par tous les philosophes depuis 2500 ans, tous les théoriciens de la liberté présupposent que ça va de soi, et donc c'est pour ça qu'on n'en parle même pas, parce que ça va de soi. Pour le sens commun, la liberté, être libre, c'est être aussi déchargé des nécessités de la vie quotidienne, c'est-à-dire d'un certain nombre de tâches de subsistance que l'on juge de manière assez courante, pénible, routinière, chronophage, voire carrément oppressante. Faire la vaisselle, la lessive, le ménage, produire les aliments, les cuisiner, fabriquer les maisons, s'occuper des personnes dépendantes autour de nous, que ce soit des jeunes enfants ou des personnes âgées. Tout ça est vécu comme quelque chose qui entrave notre liberté. Et être libre, c'est soit être délivré, déchargé de tout ce fardeau, de toutes ces corvées de la vie quotidienne, soit c'est être déchargé complètement de tout ça, soit la liberté, c'est quand on a enfin toutes ces corvées derrière nous, et donc selon notre situation économique et familiale, ça peut être à 2h de l'après-midi ou à 22h le soir, on peut enfin se consacrer à des activités plus intéressantes, plus réjouissantes, etc., que toutes ces nécessités de la vie quotidienne. Et donc, cette idée qui fait partie, je crois, qui me traverse toutes et tous, qui est au cœur de Sens commun, en fait, je m'en suis rendu compte, elle était au cœur de l'idéologie libérale, tout simplement. Enfin, quand on lit de près les textes libéraux, pour tous les penseurs libéraux, ça va de soi. Être libre, c'est pas être un domestique, c'est pas être un paysan, c'est être... Voilà, c'est pas se consacrer à toutes ces tâches, et c'est même d'avoir des gens qui s'en occupent à notre place. C'était aussi exactement ce que pensaient les nobles au Moyen-Âge, qui étaient donc les hommes libres par rapport aux serfs. C'est exactement ce que pensaient les Grecs il y a 2500 ans, et c'est comme ça qu'ils justifiaient l'esclavage. Ils disaient il faut des esclaves parce que sinon on ne peut pas être libre de se consacrer à des activités théoriques, politiques, et d'aller délibérer du matin au soir en assemblée générale. Et
le truc le plus étonnant, c'est qu'en fait, donc, ça allait tellement de soi pour tous ces théoriciens, soit aristocrates, soit esclavagistes, soit bourgeois modernes, qu'ils n'en parlaient même pas, en fait. Ça se retrouve quand même dans leur texte, je le montre dans le livre. Et le plus étonnant, c'est que la seule personne qui ait vraiment théorisé cette conception-là de la liberté, eh ben, c'est quelqu'un qui s'appelle Karl Marx. C'est quand même un petit peu contre-intuitif. Et en effet, la seule fois où Marx théorise la liberté, donc pour lui, le communisme, c'est le résultat d'un processus d'émancipation. Qui dit émancipation dit processus qui conduit à la liberté. Donc pour lui, le communisme, c'était quand même l'incarnation, ça c'était censé être la réalisation de la liberté, d'une liberté authentique, etc. Et quand il essaye de définir ce qu'il appelle la liberté, et ben c'est dans le livre 3 du Capital, il oppose le règne de la nécessité au règne de la liberté, et il explique qu'on atteindra le règne de la liberté qu'en réduisant au minimum le règne de la nécessité, qui est défini comme le règne du travail imposé par les besoins, les nécessités de la vie quotidienne, justement les nécessités extérieures, il dit, c'est-à-dire voilà, boire, manger, se nourrir, se vêtir, se chauffer, etc., etc. Et c'est pour ça que Marx était fondamentalement favorable, comme les bourgeois libéraux, au développement économique, industriel, technologique et scientifique, parce qu'il y voyait la possibilité d'être délivré très largement de la pression des nécessités de la vie quotidienne et pouvoir se consacrer à des activités jugées plus hautes, plus intéressantes. Alors, donc voilà, ça c'est un petit peu la chose dont je me suis rendu compte et qui m'a interrogé d'autant plus qu'en fait, il n'y a pas besoin de se triturer la tête pendant des heures et des heures pour comprendre que pour être délivré des nécessités de la vie quotidienne, il n'y a pas 36 manières en réalité. Soit on fait faire ces choses-là par des gens qui s'en occupent à notre place, soit on espère les faire faire par des robots, des machines, etc. Donc pas des êtres humains, mais voilà, des machines ou des robots. Et en fait, c'est les deux seules solutions qu'il y a à ce problème de la délivrance. La première solution, ça a été celle des Grecs, ça a été celle des bourgeois, etc. Mais le problème, c'est que là, la liberté, elle suppose la domination sociale. Parce qu'à partir de faire faire, s'il faut faire faire un certain nombre de choses qu'on ne veut pas faire soi-même, mais qu'on estime que c'est nécessaire que quelqu'un s'en charge, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont subordonnés, à qui on donne des ordres, et à qui ont à supporter leurs propres nécessités, mais en plus, les nôtres, enfin, si je suis en position de domination sociale. Et de fait, quand on regarde l'histoire de la domination sociale, à toutes les époques, les groupes en situation de domination sociale se sont toujours caractérisés par le fait qu'ils se déchargeaient ou ils s'exonéraient d'un certain nombre d'activités de subsistance sur les groupes qu'ils dominaient, que ces groupes, ce soient des femmes, ou des esclaves dans l'Antiquité, ou des serfs au Moyen-Âge, ou des domestiques, des ouvriers qui étaient salariés dans les temps modernes. La seule chose qui varie, c'est la manière de s'y prendre. Et notamment, la grande invention moderne, c'est d'avoir s'être rendu compte que le système du marché, dans certaines conditions, était un outil de délivrance absolument merveilleux. Pour quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de l'argent, le marché permet de se délivrer de toutes les nécessités de la vie quotidienne, et même de la nécessité de porter les armes pour asservir des gens et les mettre à notre service. C'est ça la grande invention en fait, politique de la bourgeoisie moderne par rapport à l'aristocratie médiévale ou aux Grecs, à l'esclavagisme antique. Voilà. Mais donc, bien sûr, cette solution-là, à la délivrance, cette solution-là, elle entre en contradiction totale avec quelque chose qui est au cœur de notre civilisation, des valeurs dans lesquelles on se reconnaît et qui ont été élevées en fait par la bourgeoisie, dans lesquelles on se reconnaît toutes et tous. C'est tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, mais si la liberté c'est d'être délivré, ça c'est pas possible en fait. Il y aura forcément des gens qui seront plus délivrés que d'autres, et puis des gens qui ploieront qui auront la double corvée, double fardeau sur les épaules. Donc tout ça, je pense que ça a quand même gêné en partie un certain nombre de penseurs. Il y avait quand même un certain nombre de penseurs qui étaient relativement conscients de cette contradiction. Et du coup, ça a donné une autre idée. Ça a donné la deuxième voie, la deuxième grande idée de moyen de délivrance, que j'appelle la voie technoscientifique de délivrance. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, il y a un certain nombre de penseurs qui se sont dit, voilà, en fait, la seule manière
d'atteindre une délivrance universelle, c'est-à-dire de rendre cohérent notre conception de la liberté délivrance avec l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux, et qu'on est tous égaux devant Dieu et donc tous également libres, et ben, ce serait de transférer la domination des hommes, de la transférer sur la nature, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Si vous relisez ce fameux texte de Descartes, vous voyez qu'il est exactement question de ça, et question d'alléger la pénibilité des fardeaux quotidiens en inventant des machines, en maîtrisant les forces de la nature pour alléger nos fardeaux, et avec l'idée que grâce à ça, on allait un jour pouvoir se passer d'esclaves, d'artisans à notre service, de domestiques, parce qu'on aurait des engins, des dispositifs mécaniques, des machines ou des robots qui feraient les choses à notre place. Et c'est aussi comme ça c'est aussi pour ça que la fascination pour la science s'est retrouvée au cœur de la gauche à partir du 19e siècle, notamment chez Marx, parce qu'en effet, comme il y avait cette aspiration à la délivrance, et ben en effet, c'était la seule chose qui pouvait laisser miroiter la possibilité d'une compatibilité entre l'universalisme et puis l'idée qu'être libre, c'est quand même être délivré de la nécessité, et ben c'était le développement technoscientifique. Et quand on voit tous les écrits des grands figures de la science moderne, on retrouve partout cette promesse d'un monde parfait, d'un Éden à venir, d'un allègement des conditions de vie, jusqu'à être toutes et tous délivrés des nécessités de la vie quotidienne. Mais là aussi, en fait, il y a un hic, en fait, il y en a même deux. Il y en a même deux. D'abord, en pratique, la domination de la nature, l'exploitation de la nature, en première ligne, il y a toujours eu, en tous les cas jusqu'à présent, des êtres humains. Dans les usines, dans les plantations, dans les mines, il a toujours fallu des êtres humains qui étaient en première ligne et qui vivaient des vies d'esclaves, qui n'étaient pas esclaves sur le plan juridique, mais qui étaient soumis à un travail d'esclaves. Alors bien sûr, il y a les plus techno-fanatiques et parfois certains marxistes, paléo-marxistes, je dirais, diraient oui, mais ça c'était le passé, mais là bientôt on va dépasser tout ça parce que maintenant on va fabriquer les robots qui vont... En fait, il y aura toujours des humains qui fabriqueront les robots, qui fabriqueront les robots, qui fabriqueront les robots, etc. Enfin, on est pris dans une fuite, mais il y a à un moment donné toujours du travail humain derrière l'exploitation de la nature. On ne fera jamais ça uniquement par des robots, et juste éventuellement, le travail des humains en première ligne sera réduit à un travail de robot. C'est tout ce qu'on sait, ce qui se passe de nos jours. Donc, visiblement, ça ne marche pas, la délivrance universelle et intégrale de l'humanité, ça n'ira pas. Et puis, de toute façon, il y a un deuxième problème, c'est que pour construire toutes ces machines, ces engins, ces dispositifs mécaniques, ces robots, il faut un certain nombre de matériaux, dont des minéraux. Pour les faire fonctionner, il faut de l'énergie. Pour aller chercher tous ces minéraux de plus en plus profonds sous la Terre, il faut beaucoup d'énergie, etc. Tout ça provoque des dégâts écologiques, des gaz à effet de serre, une surconsommation d'énergie. Et en fait, il n'y aura jamais, maintenant on le sait, c'est une vérité scientifique admise par tout le monde, il n'y aura jamais assez de ressources minérales et de ressources énergétiques et de capacité de la biosphère à absorber les gaz à effet de serre, les pollutions engendrées par tout ça, pour qu'on soit toutes et tous délivrés des nécessités de la vie quotidienne. C'est-à-dire que cette idée de la délivrance, c'est un leurre en fait. En tous les cas, c'est incompatible avec nos valeurs universelles. On ne pourra jamais être toutes et tous délivrés, et la délivrance ne sera jamais qu'une conception aristocratique de la liberté, comme elle est née en Grèce antique et chez tous les peuples qui ont pratiqué l'esclavage, où il y avait cette idée de s'exonérer des tâches matérielles de la vie quotidienne. Voilà, alors ça c'est un petit peu le fond critique de mon livre. J'aurais pu en rester là, mais il se trouve que dans mon enquête, je me suis rendu compte que cette conception effectivement aristocratique de la liberté, même si elle avait été hégémonique dans notre civilisation, qu'elle datait des Grecs, qu'elle traversait le Moyen-Âge, qu'elle était au cœur de la bourgeoisie, et même du marxisme, et même de la plupart des forces de gauche, et bien en fait, ce n'était pas la seule conception possible de la liberté, et qu'en réalité, même en Occident, et qu'en réalité, elle s'était imposée contre d'autres conceptions de la liberté, et notamment contre des conceptions de la liberté portées par les classes populaires. Alors là, le problème, c'est qu'on entre dans un domaine, là, il faut refermer les grands textes de la philosophie, les grands textes de la pensée, parce que les classes populaires, elles ont bien mené des luttes
contre la domination sociale. Il y a eu des révoltes à toutes les époques, des rébellions, des révolutions, donc il y a bien eu des volontés d'émancipation, mais de fait ces gens-là n'écrivaient pas, ils n'écrivaient pas des théories comme les bourgeois libéraux, comme les philosophes grecs, etc., parce qu'ils n'en avaient pas le temps, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens intellectuels, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de conception de la liberté. Et donc là, j'ai pu faire un travail un petit peu d'essayer de trouver des éléments pour rendre compte de quelque chose d'important, qui est que quand on examine quand on ferme les grands textes de la philosophie, ou de la théorie politique en général, et qu'on examine la texture des formes de vie populaires et la texture des luttes que les classes populaires ont menées pour leur émancipation, eh ben, on se rend compte qu'elles se battaient pour une autre conception de la liberté, parce que parmi ces luttes, quelque chose qui revient à toutes les époques, sur tous les continents, il y avait la lutte pour l'accès aux ressources, et notamment pour l'accès à la terre. L'accès à la terre qui était la ressource de toutes les ressources, la base de toutes les ressources, et qui était au cœur de toutes les révolutions, de toutes les révoltes, depuis Babylone au moins. Et c'est encore le cas, il y a plein de luttes pour la défense des forêts, pour le libre accès aux forêts, le libre accès à l'eau, etc. De nos jours. Mais quand on se bat pour l'accès aux ressources, on ne se bat pas pour être délivré ou déchargé des nécessités de la vie quotidienne. On se bat pour accéder aux ressources qui nous permettent de les prendre en charge nous-mêmes. C'est quelque chose de très différent, c'est même l'opposé. Alors bien sûr, cette conception-là de la liberté, il n'y avait pas de mot derrière. Moi, je me suis permis de mettre le mot autonomie derrière, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du mot autonomie, c'est un mot très récent en fait, on a l'impression que c'est un mot grec, mais en fait, il commence à se populariser en Europe, en France, à la fin du 19e siècle seulement. Mais quand on parle d'autonomie énergétique, alimentaire, aujourd'hui, quand on veut cultiver son autonomie paysanne, on dit aussi souvent ce genre de mots-là, et ben c'est bien cette idée-là qu'on veut défendre. Non pas être déchargé des nécessités de la vie quotidienne, mais les prendre en charge nous-mêmes, à commencer par les choses les plus basiques, la gestion de nos déchets, de la production de notre alimentation, l'autoconstruction de notre logement, etc., etc. Et ça, en effet, c'est aussi au cœur des aspirations d'un certain nombre d'écologistes aujourd'hui. Et donc, il m'a semblé possible de dire qu'on pouvait dire que qu'il y avait deux grandes conceptions de la liberté qui s'opposaient, la liberté comme délivrance, la liberté comme autonomie, et que autant la liberté comme délivrance est absolument incompatible en fait avec l'habitabilité de notre planète, parce qu'elle conduit à une telle surexploitation de la nature, surexploitation des êtres humains et de la nature, que c'est absolument incompatible avec l'habitabilité de notre planète. Au contraire, les perspectives d'autonomie sont beaucoup plus compatibles, parce qu'elles permettent de freiner cette espèce de dynamique folle de multiplication des besoins, et donc de multiplication de notre prédation. Pour une raison bien simple, c'est que dès qu'on essaye de faire les choses par soi-même, et donc dès qu'on sait ce qu'il en coûte de faire les choses par soi-même, et ben notre premier besoin, c'est justement de ne pas perdre de ne pas consacrer toute notre vie à satisfaire des besoins toujours croissants. Parce que les besoins, en effet, ils peuvent être tous les besoins, les désirs, ils peuvent être infinis, on le sait très bien, historiquement ça évolue beaucoup, mais par contre le nombre d'heures dans une journée, ça n'a jamais évolué pour l'instant. Et donc à un moment donné, il faut choisir entre produire toujours plus, etc. Par contre, les gens, pour il n'y a aucune limite aux besoins et aux désirs des gens qui ont pris l'habitude de tout faire faire. Là, en effet, il n'y a plus aucune limite. Et donc, dans cette structure sociale de la domination sociale où l'on fait faire aux autres, il y a la porte ouverte à la multiplication jusqu'à l'infini des besoins. Et ça, il n'y a pas besoin de regarder les classes dominantes aujourd'hui, les caprices des ultra-riches, etc. Babylone, les grands souverains à Babylone, etc., on était déjà dans la même structure. Et il y avait déjà la même folie, la même idée de toute puissance, d'absence de limite qui caractérise notre civilisation et qui est intimement liée, je pense, à cette idée de la liberté. Parce que, et ce sera avec ça que je vais finir, avant de donner la parole à Bertrand, je pense que quelque part derrière l'idée de délivrance, ce dont on veut se délivrer fondamentalement, c'est des limites liées à notre condition terrestre, à notre condition d'animaux politiques qui avons à vivre avec les autres, qui avons besoin des autres pour vivre, donc on a besoin d'un minimum de respect, d'égalité, de fraternité entre nous, et où on est attaché à la terre. En fait, quelque part, la délivrance, c'est de vouloir être délivré de la terre,
délivrer de la condition paysanne, c'était au cœur de l'aspiration des classes dominantes, c'est un petit peu la première idée de la délivrance, et même d'être délivré de la Terre avec un grand T, avec une majuscule, pour aller vivre sur Mars, comme le prétendent certains ahuris, qui maintiennent le programme jusqu'à l'infini, au point d'accepter même l'idée qu'on est en train de saccager la Terre, et qu'il faut aller jusqu'au bout, en espérant qu'il y ait une minorité qui puisse aller s'installer sur Mars, pour continuer leur délire. Moi, je pense que non, on a besoin de revenir sur Terre et on a besoin plutôt de cultiver notre autonomie pour essayer d'être en accord à la fois avec notre conception universelle de la liberté et puis de laisser une planète relativement habitable pour nos enfants.